Bonjour à tous, nouveau jour de grève, nouveau jour de cours asynchrone. Et voilà. Donc aujourd'hui, c'est notre troisième séance des méthodes quantitatives. OK? Et donc, c'est quoi l'idée de la séance? On commence par vous expliquer qu'est-ce qu'on a sur High Campus cette semaine. Donc, cette semaine, si vous pouvez regarder, il y a séance 3 sur notre iCampus et un fichier qui s'appelle base de données EduFile. OK? Donc, si je télécharge la base de données et l'EduFile, ici, on va voir qu'elle est compressée. Et là, il faut décompresser les fichiers, OK, les dossiers, c'est important. Et quand les dossiers il est décompressé, on peut voir ce qui nous attend ici. Donc, on a notre base de données de la CEPAL déjà nettoyée, parce qu'on a nettoyé la base avant. On a la liste des commandes qu'on va faire aujourd'hui. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de commandes qu'on va voir aujourd'hui. Et les exercices. Donc ici, dans les exercices pour faire après, on a la base de données, Survey Political Views, les fichiers pour faire l'exercice, qui s'appelle exercice, et après les réponses. Je vous recommande de faire l'exercice avant et après, regardez les réponses. OK? Donc, voilà, c'est ça que je voulais vous présenter. Et on continue aujourd'hui à explorer les statistiques descriptives d'Amérique latine. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on va commencer vraiment les cours dans le sens de parler des valeurs, des statistiques, des phénomènes d'Amérique latine plus effectivement. Donc, on a déjà vu comment ouvrir les bases de données, comment nettoyer les bases de données, OK, séance 1, séance 2. Et aujourd'hui, on sauvegarde toujours notre travail. Et aujourd'hui, on va commencer à utiliser les commandes des bases pour explorer des phénomènes en Amérique latine. Donc, attends, ici, full screen mode. Là, c'est mieux. OK, donc juste un petit recap. Qu'est-ce qu'on a vu dans la première séance? Lors de la première séance, on a vu les commandes pour ouvrir une base de données en format Excel qui s'appelle import. Donc, on va importer la base de notre programme. Pour ouvrir une base de données qui est déjà en format Stata, on utilise les commandes use. Pour sauvegarder la base de données, on utilise save. Pour ouvrir un do file, qui c'est justement, je vais vous montrer les do files, c'est justement la liste avec toutes les commandes. Donc, par exemple, les do files d'aujourd'hui, il est là, OK? Et c'est ça un do file, OK? C'est ça. Use pour ouvrir une base de données, help pour demander de l'aide, et ça, les commandes qu'on va faire aujourd'hui. Donc, vous pouvez copier, coller les commandes que Stata vous donne si vous utilisez le menu. Il va vous donner les commandes comme ça, écrites. Vous pouvez les copier, les coller dans ce fichier-là. Il est sauvegardé pour refaire votre travail quand vous voulez ou pour me montrer le travail lors de l'examen, etc. OK? Et justement, les commandes pour ouvrir cette fichier-là, comme on a vu ici, c'est do edit. Donc, il me suffit de taper do edit ici, enter. Voilà, je peux écrire ce que je veux. OK, donc, don't save. Après, donc ça, c'était la première séance. Après, séance 2. On a vu les commandes browse, qui c'est justement pour montrer les bases de données comme si c'était dans le format Excel, parce qu'on a toutes les variables, toutes les colonnes, toutes les lignes, OK? Et après, on a describe, qui on utilise pour décrire les bases de données. J'ai déjà vous montré. C'est comme quand on prend une photo de la base de données, OK? Il y a la liste de toutes les variables,
les formats et l'explication de la variable. C'est comme une photo instantanée de la base de données. C'est une forme d'écrire d'une façon rapide les bases de données. OK, ça c'était pour analyser une base de données. Après, on a nettoyé la base de données. On a quelques commandes pour ça. Rename, pour renommer la variable, pour changer le nom de la variable. On a une commande pour identifier combien de valeurs manquantes on a dans chaque série. Et on a discuté aussi pourquoi c'est important de faire attention aux valeurs manquantes. Et on a vu l'option if. Et l'option if, on l'utilise pour considérer juste une partie de notre série. Donc, par exemple, si on a une série des salaires et on veut regarder les salaires que des femmes, par exemple, on va dire stata wage, salaire, if l'observation est égale à femme. Okay? Si l'observation elle est d'une femme, on va la prendre en compte. Sinon, on ne va pas la prendre en compte. On a vu que ça, on peut écrire avec la commande if, si. Okay? Donc, on a vu que l'exclamation c'est no, c'est pour dire non en stata. Donc, quand on veut dire que quelque chose elle est différent, on dit not equal, no égal. OK? Bon, ça semble un peu abstrait, mais on avoue que il y a du sens d'apprendre ça pour éviter que les valeurs manquantes ils fassent l'analyse. Et après, pour finir, on avoue D-string et toString parce qu'on avoue qu'il y a différents formats en stata. String, c'est les formats texte. Et parfois, il peut arriver que Stata il va comprendre une variable numérique comme un texte. Et donc, il faut utiliser D-string pour dire à Stata, non, c'est pas un texte, c'est en fait une valeur numérique. Bon, ça, c'était la partie la plus technique, la partie la moins science sociale, on dirait. Mais c'est elle est indispensable pour qu'on puisse faire une bonne analyse des phénomènes réels en Amérique latine. Et là, justement, on va utiliser tout ça aujourd'hui pour commencer à vraiment discuter des phénomènes. Et pour ça, on va utiliser des commandes pour des statistiques descriptives. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui dans la session d'aujourd'hui, dans la séance d'aujourd'hui? Premièrement, on va faire un petit récapitulatif, ok? Une révision de c'est quoi les statistiques descriptives, pourquoi on l'utilise et qu'est-ce qu'on utilise le plus. Après, on va avoir les commandes pour faire des analyses simples. On va prendre des statistiques descriptives, des numéros simples pour ça. Et on va introduire, donc les troisième points, on ne va pas utiliser des commandes aujourd'hui. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on va utiliser très peu de commandes. Ce sera assez théorique. On va faire une discussion assez longue sur statistiques descriptives. Et on va introduire aussi quelques commandes qui sont utilisées pour des analyses plus détaillées. Donc, on va aujourd'hui utiliser les commandes pour des analyses simples et on va faire une introduction théorique des commandes pour des analyses détaillées. Et pendant la prochaine séance, on va justement apprendre comment utiliser les commandes pour ces statistiques détaillées. Mais aujourd'hui, c'est que la révision. Et pourquoi ces statistiques détaillées sont importantes? Et on va parler plus spécifiquement des categories, ok, des catégories. Pourquoi? Parce que les catégories sont assez importantes pour qu'on puisse comprendre des phénomènes des groupes et des phénomènes régionaux. Et ça, c'est hyper important en sciences sociales. Donc, je ne sais pas si j'ai la... Ah, oui. Donc, par exemple, qu'est-ce que je veux dire avec ça, catégories?
Ici, on a un graphique qu'on va apprendre à faire après, ok? Si vous voyez, il y a ici Amérique latine et les PIB par habitant des pays en 2015. On a cette série-là et on va faire ces graphiques-là. Mais comme vous pouvez le voir, il y a tous les PIB par habitant de chaque pays. Il y a le nombre de chaque pays ici, ok? Donc, on n'a pas de catégories ici. On a des pays et les valeurs de la série. Voilà. Et en quoi cet autre graphique est différent? Ici, on a des catégories. On a les taux d'homicide, ok, et qui on a aussi dans notre série. Et en fait, on a deux catégories de pays. On a des pays à income, à revenu moyenne, et on a des pays à revenu élevé en Amérique latine. Donc, tous ces pays-là, on a divisé en deux catégories, revenu moyenne et revenu élevé. On va voir pourquoi, dans notre cas, on n'a pas vu des revenus faibles. OK? Donc, je pense que vous avez déjà vu la différence. Ici, on a deux catégories. Et comme ça, parce qu'imaginez-vous, si on veut savoir, par exemple, est-ce que dans les pays plus pauvres, il y a plus d'homicides? Ça, c'est une discussion intéressante. Et donc, imaginez-vous qu'ici, j'ai tous les pays avec tous les PIB, ok, que c'est une mesure pour savoir si un pays est plus riche ou moins riche. Et après, on met aussi ensemble tous les taux d'homicide. Bon, on va voir plus de 50 valeurs et ce sera vraiment difficile de tirer une conclusion, ok? Parce qu'on a trop d'informations et on est un peu perdu. Mais là, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce qu'on a synthétisé tous les pays, on a créé deux catégories de pays pour analyser une variable, une série. Donc, l'analyse, elle est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'on va utiliser les commandes pour des analyses détaillées, et surtout pour comparer des catégories, ok, comme ça. Donc, ok, très bien. On commence par un review des statistiques descriptives. Donc ici, par exemple, on a plein de statistiques descriptives parce que on a la moyenne, ok, ça c'est les taux moyens, les taux moyens d'homicide dans chaque pays, dans chaque groupe des pays, pardon. Et donc la moyenne, comme on va voir, c'est une statistique descriptive. Et aussi on a un graphique, c'est aussi une statistique descriptive. Donc en gros, c'est quoi les statistiques descriptives? C'est tout ce qui nous permet de résumer la série dans quelques ressources visuelles ou dans quelques nombres pour qu'on puisse comprendre d'une façon plus facile ce que la série elle est en train de décrire. Ok? Donc c'est une forme de résumer une série grande avec un nombre ou un graphique. Voilà. Donc, plus d'une façon, dans une définition technique, les statistiques descriptives, c'est justement l'utilisation des statistiques et des graphiques pour présenter des données. Et là, ça comprend la moyenne, les proportions, les pourcentages, les graphiques, etc. Donc ici, par exemple, on a les numéros des décès suite au coronavirus pour 100 000 personnes en Amérique latine. Ok? Donc, on a des statistiques ici et un graphique. Voilà. Donc, les statistiques descriptives sont assez importantes pour plusieurs raisons. Je vais vous donner quelques exemples. On peut parler, par exemple, quel est le pourcentage de la population qui s'identifie comme autochtone, indigène. C'est une information assez importante en Amérique latine. Et aussi la proportion de cette population qui vit dans la pauvreté. C'est aussi un numéro important. La proportion des grands fermes par rapport à des mini-fermes, ok? La comparaison des salaires moyens entre les hommes et les femmes, entre la population
blancs, noirs ou immigrants, non-immigrants, etc. Donc, quels sont les points communs ici? Les pourcentages, les proportions, la moyenne, elles sont juste un chiffre, ok, un nombre qui va résumer tout un phénomène. Et voilà, ça, c'est l'idée des statistiques descriptives. Bon, comme on a vu, les COVID, par exemple, elle était une avalanche des statistiques descriptives qui a servi pour informer la population, pour informer les scientifiques, pour décider sur quelle politique publique il faut choisir, il ne faut pas choisir, etc. Donc, en synthèse, important. OK. Et là, on a vu en MKSS1 aussi qu'on a deux types de statistiques descriptives. Ça, c'est pas important. Vous avez pas besoin de mémoriser ça, ok? Central Tendency Dispersion, je veux pas que vous mémorisez ça. Tranquille. C'est juste pour qu'on puisse organiser notre tête, ok? Parce que là, il sert à deux fonctions différentes et on va voir à quoi ça sert. Bon, on commence donc par les mesures des tendances centrales. En fait, ça, c'est un nom compliqué pour une chose assez simple. Les mesures des tendances centrales, on a en fait deux indicateurs, mesures, calculs, on dirait, importantes. Important. Il y a la moyenne, ok, en français, qui en stata on dit mean. Il y a la médiane, qui en stata on dit median. Donc, la moyenne, je pense que c'est une chose que tout le monde connaît, qu'on a vu à l'école plusieurs reprises. Et la médiane, elle est assez similaire à la moyenne. On va voir pourquoi on utilise les deux en statistique. Donc, on commence par la moyenne. La moyenne, elle est assez populaire et elle est tout simplement la somme de toutes les valeurs divisées par le nombre d'observations. Donc, par exemple, on imagine que je suis dans les cours et on veut savoir quel est le revenu moyen des mois et une autre personne dans la salle. Donc, on imagine que par exemple, moi, on imagine que par exemple, moi, je gagne 1000 euros par mois et une autre personne gagne 3000 euros par mois. Donc là, facile, on va faire moi plus 1000 plus 3000 sur 2, ok? Et là, bien évidemment, ce sera 2000. Donc, franchement, les gars, j'arrête. Très, très simple, ok? Voilà. Donc, c'est ça. On somme et on divise pour le nombre d'observations. Et pourquoi on fait ça? Bon, tout simplement parce que, comme j'ai dit, on imagine que je veux, par exemple, on imagine qu'on veut envoyer à la maire ou à la mairie ou au président, je sais pas qui, une proposition pour donner une allocation aux étudiants, ok? Une aide financière aux étudiants parce que les coûts de vie augmentent et les bourses n'augmentent pas autant. Voilà. Donc, si on veut faire une proposition, il faut qu'on explique aux politiciens ou aux gens qui prennent les décisions qui les revenus des étudiants, elle est en fait assez faible. Et comment on va dire ça? On ne peut pas envoyer un tableau avec 3 millions de données avec les revenus de chaque étudiant en France. Okay? Ça, c'est impossible, ça veut rien dire. Donc, on pourrait, par exemple, prendre ces informations-là, les revenus de tous les étudiants en France, et on va tirer la moyenne. C'est un chiffre qui est représentatif, qui représente à peu près ce qui se passe avec tout le monde de ces groupes. Ok? Donc là, si on dit aux politiciens qui, par exemple, les étudiants, ils gagnent en moyenne 800 euros par mois et ça c'est presque les prix d'un loyer à Paris. Donc là, on a une information relevante. Mais si on a un tableau avec 3 millions de données,
On n'a pas une information relevante en fait. Donc, la moyenne, c'est justement ce premier pas pour représenter toute une série avec un nombre, pour plusieurs raisons. Ok, donc ici, je vous montre un exemple de comment on utilise la moyenne. Ça, c'est ces tableaux que j'ai mis ici. Elles sont de la CEPAL, des rapports panorama social de la CEPAL. Et là, on a, par exemple, Latin America, 7 countries, average wealth of billionaires versus average wealth of the rest of the population. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? Ils ont pris la richesse moyenne des billionnaires en Amérique latine versus la richesse moyenne du reste de la population pour 2020, ok? Dans chaque pays de l'Amérique latine. Et qu'est-ce qu'on voit, par exemple? Là, la richesse moyenne au Mexique, par exemple, on prend le Mexique. La richesse moyenne d'un billionnaire au Mexique, elle est de 8 milliards 972 millions de dollars. Et la richesse moyenne du reste de la population est de 41 000 dollars. Donc, là, c'est intéressant parce que, encore une fois, on imagine que si CEPAL, elle donnait que la liste de tous les richesses de tous les billionnaires et la richesse du reste de la population, on aurait des millions de données et c'est impossible de tirer une conclusion. Donc là, on compare la richesse moyenne des billionnaires et la richesse moyenne du reste de la population. Et ça nous permet de tirer en fait des conclusions sur un phénomène social. Sur un phénomène social. OK? Après, juste un petit détail. Qu'est-ce que ça veut dire wealth ratios of billionaires sur les general population? Donc, ça, quand on dit ratio, c'est justement, on met average wealth of billionaires dans le numérateur, ok, en haut, sur average wealth of the rest of the population, ok, en bas, dans le dénominateur. Donc, c'est en gros ça divisé pour ça. Ça, c'est un ratio. Et ça, c'est un indicateur intéressant. Qu'est-ce que ça représente? Si on divise ça pour ça, on peut lire l'information suivante. La richesse moyenne d'un billionnaire en Argentine, elle est en moyenne 300 002 fois plus large que la richesse moyenne du reste de la population. Je prends l'exemple du Brésil. Au Brésil, la richesse moyenne d'un billionnaire, elle est environ 137 000 fois plus large que du reste de la population, d'une autre personne, du citoyen normal, on dirait. OK? Donc voilà, ça c'est un exemple de comment on utilise la moyenne et pourquoi elle est utile. Là, quel est le problème de la moyenne? Et la moyenne, elle est un problème quand on veut parler des inégalités des revenus. OK? Donc, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème parce qu'on compare les billionnaires avec les restes de la population. Donc, bien évidemment, on ne prend pas en compte, on ne peut pas voir l'inégalité entre les billionnaires. Donc, par exemple, il y a des billionnaires qui ont 3 milliards de dollars. Il y a des billionnaires qui ont 300 milliards de dollars. Donc, il y a une inégalité là-bas. Mais on est d'accord qu'on s'en fiche. On s'en fiche des inégalités des revenus entre les billionnaires. Au moins, moi, oui. Donc, voilà. Donc, ça, ici, c'est pas un problème. Mais si on prend que les revenus moyens pour toute la population, elle commence à devenir un problème. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Je donne un exemple. Mes étudiants de MKSS 1, ils sont déjà fatigués de m'entendre parler de Elon Musk, mais on reprend l'exemple. On imagine qu'on est dans notre salle de cours, ok? Et on veut savoir quel est les revenus moyens je veux savoir quel est les revenus moyens de mes étudiants. Donc là, je dirais, je sais pas, entre 800 € et 2000 € par mois.
Je dirais ça. Si on prend la moyenne, si on fait la somme de tous les revenus, on divise par le nombre d'étudiants, on a à peu près, je sais pas, 1 000 € par mois, 1 500, quelque chose comme ça. Alors, quel est le problème? On imagine qu'Elon Musk, il s'élève un jour, il dit, ah, mon Dieu, je veux vraiment assister au cours des méthodes quantitatives de Madame Cordia. Et donc, il rentre dans notre classe, ok, dans notre salle de cours. Alors, qu'est-ce que ça passe avec la moyenne? Bah, on va faire la somme de tout le monde et plus les revenus d'Elon Musk et on va diviser pour 20 personnes, 25 personnes, quelque chose comme ça. Bon, ça va fausser la moyenne complètement parce qu'on a inclus les revenus d'Elon Musk et on a divisé pour tout le monde comme si tout le monde était à peu près égal. Donc ça, c'est le problème de la moyenne. Elle ne prend pas en compte les inégalités entre les gens, ok? Donc c'est la même chose pour calculer les revenus moyens d'un pays. Donc les revenus per capita par habitant, par exemple, elle est en moyenne. On fait la somme de tous les revenus dans un pays et on divise pour le nombre d'habitants. Voilà. Et quel est le problème? Bah, on va arriver à un numéro comme par exemple 21 000 $ par an. Ça veut dire que chaque personne, ça donne l'impression que chaque personne du pays a 21 000 $ par an. Mais en fait, on sait que ça, c'est pas vrai. Il y a des Elon Musk qui ont des milliards de dollars par an. Il y en a des SDF qui ont 0 $ par an. OK? Donc, la moyenne, elle sert en tant qu'indicatif de quelque chose. Mais si on a si on a des inégalités très élevées, la moyenne, elle commence à devenir un problème. Et là, on a une solution pour ça. Bon, quelle est la solution? C'est la médiane. OK? Donc, la médiane, elle est aussi un chiffre qui donne une idée approximée de ce qui se passe dans la série, mais elle a une caractéristique différente. Donc, la médiane, elle est justement la valeur qui va diviser une série en deux parts, ok, en deux groupes. Donc, il y a 50% de la population qui est avant la médiane, 50% de la population qui est après la médiane. Par exemple, ici, la médiane, elle serait, par exemple, si on veut savoir, par exemple, les salaires moyens, on ferait la somme des 5 personnes ici, la somme des salaires des 5 personnes ici, et on diviserait par 5. Si on veut la médiane, au contraire, on va mettre ces 5 personnes en ordre. Donc ça, c'est la personne qui gagne le plus, ça, c'est la personne qui gagne en deuxième place, et ça, c'est la personne qui gagne le moins, ok, ici. Donc on met les gens en ordre et on voit qui est au milieu de la distribution. Et donc ça nous donne une idée d'à peu près combien une personne gagne, combien une personne à la moitié de la distribution, elle gagne. Et ça, c'est considéré mieux parce qu'elle n'est pas si vulnérable aux revenus extrêmes. Donc, si Elon Musk, par exemple, il rentre dans la salle, la médiane, elle va pas vraiment être affectée. Ce qui se passerait, c'est que Elon Musk, il serait tout simplement la personne ici, ok, jusqu'à la fin de la distribution, non ici, la personne qui gagne le plus, ok, et après on aura un étudiant à moi, un autre étudiant, donc il serait tout simplement au sommet de la distribution, mais la médiane, la personne qui est au milieu de la distribution, ça va pas changer en fait. Parce qu'on continue à avoir la moitié des personnes qui sont au-dessus, et la moitié des personnes qui sont au-dessous. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Non? Ok, ça marche. Donc, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un tableau de l'Amérique latine, et ça, c'est pour la Colombie. Et ils ont mis un indicateur d'inégalité, c'est les Gini, et un indicateur de pauvreté, qui c'est la population avec un revenu au-dessous des 50% de la médiane, du revenu médian. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon,
Et on est d'accord que pour mesurer la pauvreté, on peut voir, par exemple, la partie de la population qui gagne au-dessous moins qu'une certaine valeur. D'accord? Et qu'est-ce que cette valeur? Bon, ça va varier en fonction du pays. Et si je gagne, par exemple, $100 par jour, je serai beaucoup plus riche au Burkina Faso qu'en France, par exemple, parce que les choses sont moins chères là-bas. Donc, on va mesurer le taux de pauvreté en fonction du revenu de toute la population. Okay? Ça, c'est une mesure de pauvreté. Et pourquoi on utilise et donc, on va dire, et quels sont les critères? Bon, on pourra utiliser les revenus moyens, les revenus moyens. Mais le problème, c'est que les revenus moyens, comme on a vu, si on a un pays qui est très inégal, qu'est-ce qui se passe? Les revenus, il va être assez élevé, mais ça va pas refléter vraiment les conditions de vie de la population. Donc, on utilise la médiane, les revenus médians, ok, la médiane de revenus, parce que ça, comme on a vu, elle donne une idée un peu mieux de qu'est-ce qui se passe au milieu de la distribution. Les citoyens, les average citizens, ok, les citoyens normaux, on dirait. Donc, on va voir la partie de la population. Donc, on a établi les revenus médians du pays et on va voir qui gagne la moitié de cette valeur-là. Et ça, c'est la quantité de personnes qui sont en situation de pauvreté. Comme on a vu en Colombie et partout dans l'Amérique latine, c'est une partie très, très importante de la population qui gagne qui gagne la moitié ou moins que la moitié du revenu médian. Okay? C'est presque, on dirait, la moitié de la moitié. Voilà. Donc, ça, c'est une utilisation pour la médiane. Après, on a vu des mesures, des tendances centrales, justement des tendances. La médiane, la moyenne, elles sont des tendances. Et maintenant, on va parler des mesures de dispersion. Je répète, vous n'avez pas besoin de mémoriser ça, ne vous inquiétez pas, mais vous allez voir qu'ici, on a une fonction différente pour les nombres, pour les calculs. Donc, il y a aussi deux mesures de dispersion qui je voudrais attirer l'attention. C'est les quantiles qui en stata on dit quantiles et les quartiles qui en stata on dit standard deviation. Bon, c'est quoi les quantiles? Les quantiles, c'est une façon de diviser la série, par exemple la population, en groupes. Ok? Donc, les déciles, il va diviser la population en 10 groupes. Donc, ici, par exemple, on a une population divisée en déciles parce qu'on a 10 groupes pour la population. Les quintiles va diviser la population en 5 groupes, les centiles en 5 groupes, etc., etc. Je sais que ça semble un peu inutile, mais pas du tout. Pourquoi? Ça, c'est très utilisé en sciences sociales parce que c'est une très bonne façon de regarder les dynamiques des groupes. Parce que ici, par exemple, les quintiles, comme la médiane, on met les gens en ordre. Ok? Donc, si, par exemple, je parle des salaires, ici, il y a des gens qui gagnent les plus, ici, il y a des gens qui gagnent les moins. Si je parle, par exemple, si je suis en train d'étudier des pays et je parle de taux d'homicide, par exemple, ici seront les pays avec un taux d'homicide, les taux d'homicide les plus élevés. Ici seraient les pays avec les taux d'homicide les moins élevés. Ils sont en ordre, ok? Et là, pourquoi c'est intéressant? Parce que quand on divise la population comme ça, je peux voir, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans les 10% plus riches de la population et les 10% les plus pauvres de la population. Ou les 1% plus quelque chose et les 1% moins quelque chose. Les 20%, donc si on divise une série en quintile, par exemple, on a 5 groupes. Ça veut dire qu'on a les 20% de la population plus riche, après les autres 20%,
et les 20% de la population plus pauvre. OK, 5 groupes. Et voilà. Donc ça, c'est l'utilité de quintile. Juste un petit détail qui peut poser des confusions. On va voir que chaque programme, chaque graphique, il montre des déciles ou des quintiles d'une façon différente. Donc, il faut savoir un peu de quoi s'agit le décile, par exemple. Les déciles, il n'est pas, par exemple, la moyenne, les valeurs moyennes de ça. Non, 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 non. Les déciles, c'est les valeurs au-dessus duquel on trouve les 10% plus quelque chose. Donc, c'est la valeur limite, la valeur qui coupe. Donc, si on imagine qu'on fait un calcul et Stata nous donne que le 9e décile est égal à 4 000 euros. Et ça, c'est une distribution des salaires, par exemple. Si le 9e décile, c'est 4 000 euros, l'interprétation, c'est qui les gens qui gagnent plus de 4 000 euros, ils sont classifiés comme les 10% plus riches de la population. OK? Les groupes des 10% plus riches sont ceux qui gagnent plus de 4 000 euros par mois, parce que ça, c'est les valeurs de le 9e décile. D'accord? C'est comme ça. Donc, c'est la ligne des coupes, on dit, le seuil. Voilà. Ça, c'est les déciles. La même chose pour les déciles inférieurs. OK? Donc, c'est la valeur qui va diviser, qui va servir en tant que critère pour classifier quelqu'un dans les 9e décile ou 8e décile, par exemple. Bon, ça va être beaucoup plus simple de comprendre quand on commence à voir ça en Stata. Je vous promets. Donc, comment on utilise les quintiles, par exemple, les quintiles dans une application pratique? Ici, on a aussi un graphique de la CEPAL. Et qu'est-ce qu'il est en train de décrire? Les pays de l'Amérique latine, les bénéficiaires des retraites, des pensions, des allocations de retraite, contributory et non contributory, on va ignorer ça pour l'instant. Donc, c'est les bénéficiaires d'une allocation retraite pour des gens ayant plus de 65 ans. OK? Donc, ici, c'est la population qui gagne une allocation retraite en 2019 et 2020. On va se concentrer ici, quintile 1 à 5, OK? Juste ici au milieu, on va se concentrer en ça à ça. Et on va regarder, par exemple, 2020. Donc, on va se concentrer dans les barres verts ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on a vu que la population ici, elle a été divisée en 5 groupes, OK? En quintiles. Donc, ici, quintile 1, 2, 5. Donc, dans ces cas, c'est écrit income quintile. Donc, ce sont des déciles, des quintiles de revenus. Ça veut dire ici, sont les 20% de la population avec les revenus plus faibles jusqu'à les 20% des personnes ayant les revenus plus élevés. OK? Les quintiles, c'est toujours les 20%. Parce que si on divise une série par 5, on a 5 groupes de 20%, ça donne 100%. Voilà. Donc, si c'est des déciles, on dirait les 10% les moins riches et les 10% les plus riches. Et qu'est-ce que ces graphiques racontent? C'est très intéressant parce qu'il nous dit qu'en fait, pour les 20% les plus pauvres de la population, moins de la moitié de ces personnes-là gagnent une pension retraite. Et pour les groupes les plus riches de la population, les 20% les plus riches, presque 80% de la population gagne une allocation retraite. Ça, c'est important en Amérique latine parce que, bien évidemment, en Amérique latine, l'informalité, elle est assez élevée. Donc, les gens, ils travaillent, mais ils sont pas couverts pour un système de protection sociale. Et ça, c'est encore plus, beaucoup plus vrai pour les gens ayant moins d'éducation, qui sont déjà plus pauvres. Et ça, c'est un système, un mécanisme de reproduction des inégalités. Parce qu'ici, on a des travailleurs plus précaires, donc ils ont gagné moins pendant sa vie, parce qu'ils sont plus pauvres, ils ont moins d'éducation, Et
quand ils ont 65 ans ou plus, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas le droit à une allocation retraite, donc ils continuent à être dans la pauvreté. Donc voilà, ça c'est un problème assez grave en Amérique latine qui parle qui nous donne une idée d'un mécanisme de reproduction des inégalités et encore pire, qui va avoir un impact surtout dans les plus âgés. Voilà. Bon, ok, on continue. Dernière chose de cette révision, on parle des standard deviation, l'écart type. Ok. Bon, ça, on parle de combien les observations vont varier par rapport à la moyenne. Donc, ici, on a une série qui varie pas beaucoup. Ici, on a une série qui varie trop. Okay? Donc, les valeurs ici, ils sont très similaires les unes des autres. Et les valeurs ici, ils sont très, 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 très différentes, assez différentes. Donc, ça nous donne une idée aussi des concentrations ou des mal concentrations, faible concentration des données, par exemple. Donc, un exemple, je vais vous montrer avec un exemple parce que ça, c'est un peu plus abstrait. Ici, on sait qu'en Amérique latine, ce qui caractérise les pays latino-américains, parmi d'autres choses, c'est les taux de volatilité. OK? Et c'est un standard deviation assez élevé. Donc, tout est volatile. L'économie, elle est assez volatile quand on a une situation de crise. L'économie, elle s'effondre. Quand on a un boom dans l'économie mondiale, l'économie va très bien. Donc, il y a ces cycles qui sont assez forts. L'économie latino-américaine, elle est assez cyclique et elle est assez vulnérable, on dirait, à ce qui se passe ailleurs. Et ça est un problème pour les systèmes de protection sociale, pour l'emploi, etc., etc. Donc ici, je vais vous montrer qu'on a un standard deviation, un écart type assez important, une variance assez importante. Je vais augmenter ça. Assez important parce qu'ici, on a les PIB, ok, la croissance économique de l'Amérique latine. Et comme on a vu, on a un taux moyen, un taux moyen de croissance. Mais en fait, on regarde par exemple entre 98 et 2002, on a un taux moyen de croissance, mais en fait, chaque année a varié beaucoup, beaucoup par rapport aux années d'avant. Donc voilà, ça c'est une façon de montrer les variances, une variance d'une série. Voilà. Donc ça, c'est que je voudrais montrer, mais on va parler pas beaucoup des variances et écarts types pour l'instant. Donc c'est un exemple assez rapide. Ok. Donc on commence avec les cours Stata en soi. Donc, on va utiliser les statistiques descriptives, c'est ce qu'on vient de voir, pour analyser quelques données de notre base de données d'Amérique latine. Okay? Donc, on va utiliser on va voir juste 3 commandes aujourd'hui. Et en commande, on va pas vraiment faire des exercices, on va juste voir théoriquement. On va parler de sort, summarize et tabstat. Mais on va se concentrer sur sort et summarize. Bon, voilà. Donc, par exemple, si je veux savoir quels sont les pays plus riches de notre échantillon et les pays plus pauvres de notre échantillon, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, premièrement, on peut ouvrir la base de données, ok? Donc, ici, par exemple, on va ouvrir la base de données. Et je vous montre comment. On va utiliser la base de données que vous avez déjà vue. Donc, ici, on a Stata. J'ouvre mon Stata. Et là, je vais faire File, Open. Et là, on a notre base de données, notre fichier qui est sur iCampus. Et on a ici
Non, c'est pas ici, parce que c'est là. Ouais, ça, c'est le dossier que j'ai mis sur iCampus. Donc, si je clique ici, et là, CEPAL 2015 V13 clean. Voilà, très bien. Et je mets abrir, ouvrir. Donc, ici, je vous montre, les variables sont là. Window Variables, Window Property. On a toutes nos variables là, ok? Et là, si je veux copier et coller ça, il m'a montré comment je peux ouvrir la base de données via une commande. Voilà. Donc, on a notre base ouverte. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On regarde ici. OK. Les premières commandes, c'est pour mettre les observations en ordre. Ça, c'est les commandes sort. Donc, je vous montre. Help, sort. Ici, sort data. Sort, c'est pour mettre en ordre. Sort, variable list. On a vu que variable list, c'est un nom compliqué pour dire qu'on peut mettre juste une variable ou plusieurs variables. Soit une variable, soit une liste de variables. Et je peux, via les menus, je peux aller data sort. Et la description sort arranges the observation of the current data into ascending order. Voilà, très bien. Donc, on va mettre toutes les observations ici en ordre croissante de GDP per capita, de PIB par habitant, parce que ça, c'est malheureusement notre mesure de richesse. On va voir pourquoi le PIB par habitant, c'est pas idéal, mais c'est comme ça que tout le monde les fait. Voilà. Donc, comment je mets ça en ordre? Je vous montre comment la base, elle est pour l'instant. Si je clique Browse, là, on voit qu'il y a Haïti, Nicaragua, Honduras, et bon, on ne peut pas vraiment identifier un ordre dans notre base de données. OK? Qu'est-ce que je veux? Je veux tout simplement mettre les observations en ordre croissante des PIB par habitant pour savoir quels sont les pays qui ont les PIB plus élevés et les PIB moins élevés. Comment je fais ça? Tout simplement, bon, je vais vous montrer via les menus pour varier un peu. Data, sort. Et là, je peux mettre la variable que je veux. Bon, je veux mettre tout en ordre selon les PIB par habitant, GDP per capita. OK. Et donc, je mets OK. Bon, apparemment, rien n'a changé, mais en fait, oui. Si je mets Browse, Country, GDP par habitant, peut-être il était déjà en ordre parce que moi, bien évidemment, je teste les commandes avant de vous montrer. Mais ici, on va voir que ça marche même s'ils n'étaient pas en ordre avant. Bon, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'ici, on commence avec Haïti, qui a un PIB de 1328 dollars par an, OK? Et on termine avec Bahamas, qui a un PIB de 31 698 dollars par an. La partie de parler, de dire les numéros en français, c'est la plus difficile que ça. Voilà. Donc, on a vu sort, il n'y a pas de mystère. Et on a vu que justement, Haïti, il est les pays avec les pays les plus pauvres de notre série. Et, Bahamas, il est les pays les plus riches. Et après, on a des valeurs manquantes. Alors, attention à des valeurs manquantes. Pourquoi? Parce qu'on voit, par exemple, les choses comme des Cayman Islands ici. Et ici, j'ai retourné à notre présentation. Donc, il faut faire attention à des valeurs manquantes parce que parfois, ils cachent des informations intéressantes, importantes. Donc, dans notre cas-là, les îles Caïmans, pour quelques raisons, n'a pas les données pour ça, mais je suis allée chercher ailleurs parce que je sais que les îles Caïmans sont paradis fiscaux, ok? Et donc, j'ai vu quelque part ailleurs que pour 2015, les PIB par habitant des îles Caïmans étaient à peu près 77 000 dollars par habitant. Donc, plus que le double
Non, les doubles, plus que les doubles, qui est les pays plus riches pour lesquels on a un donné, qui c'est les Bahamas, qui c'est aussi un paradis fiscal un peu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en fait, c'est une information intéressante parce qu'on sait qu'il y a plein d'entreprises, des banques qui mettent les profits, qui délocalisent ces profits aux îles Caïmans pour ne pas payer d'impôts. Mais on sait que ça ne veut pas dire vraiment que les populations locales aux îles Caïmans, elles sont plus que les doubles, ils ont plus que les doubles de bien-être que les gens des autres pays. OK? Donc, il faut faire attention des valeurs manquantes. Ça, c'est un exemple de comment ici, on parle pas que des stata, mais on parle aussi de sciences sociales, des analyses de sciences sociales. Donc, on va mélanger ça qu'on sait avec la théorie, avec les études qu'on fait d'ailleurs, et on utilise les données pour discuter, et on pourrait, par exemple, discuter pourquoi ici, il est en valeur manquante. Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que ça, c'est quelque chose qui a une raison politique derrière? Bon, on ne sait pas, mais on peut se demander quand même. Voilà. Donc, on a vu comment mettre les choses en ordre. Et ça nous a déjà donné une idée de richesse des pays. On a vu aussi qu'il y a un niveau très différent parce qu'Haïti il gagne 1000. En Haïti, les revenus moyens, c'est des 1328 et en Bahamas, c'est des 31 000. Donc, c'est une différence énorme. OK? Voilà. Bon, et après, pourquoi j'ai mis ça? Ouais, voilà. Donc ici, c'est juste pour montrer qu'il y a aux Bahamas, par exemple, qui c'est les seuls, que c'est l'île pour laquelle on a un valeur qui est pas manquante. Et on voit aussi la différence entre les niveaux de revenus des Bahamas. Aux Bahamas, il reste. Donc, on pourrait même dire que pour une meilleure analyse des pays de l'Amérique latine, on pourrait enlever les Bahamas parce qu'on sait que c'est un outlier, parce que là-bas, les gens ne payent pas autant d'impôts, etc. Donc, voilà. Ça, c'est un exemple d'une discussion qu'on pourrait avoir. Bon, après, on va utiliser les commandes summarize et tabstat, OK? Pour obtenir la médiane, la moyenne, les quintiles, etc. Comment on va faire ça? Bon, d'abord, on va utiliser les commandes summarize. Okay? Les commandes summarize, elles sont les plus importantes. Les commandes summarize va summariser, on pourrait dire, la série. Donc, si j'écris ici help summarize, vous pouvez le faire avec moi, hein, ici. Help summarize, qu'est-ce qu'il va me donner? Summary statistics. Donc, il faut écrire tout simplement summarize et variable list, le nom de la variable pour laquelle je veux des informations. OK? Et ça, la moyenne, la médiane, les percentiles, etc. If, on a déjà vu, c'est si on veut l'information, la moyenne, la médiane, par exemple, qui est pour une partie de la population, ou quelque chose comme ça. Après, on va voir de quoi s'agit de ça, mais pas aujourd'hui. Une chose qui j'attire l'attention, bon, si vous voulez faire via les menus, il est là, ok? La description, les commandes summarize, calculates and displays a variety of univariate summary statistics. Bon, ça n'a pas nous aidé beaucoup, mais je vais vous montrer que c'est plus simple que ça. J'attire votre attention à un détail. Ici, il nous raconte un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec les commandes. Ici, il y a détail. Détail, c'est une commande qui display additional statistics. Donc, il va nous donner des statistiques additionnelles. Donc, si je mets summarize, le nom de la variable, et après je mets détail,
on va voir les statistiques les plus détaillées. On va voir comment ça marche en pratique. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a Summarize GDP per capita. Il nous donne les informations qu'on veut. Donc, si je mets ici Summarize, et après GDP par habitant, PIB par habitant, et je clique Enter, qu'est-ce qu'on va voir? Bon, on a vu qu'il a la variable PIB par habitant. On a 33 observations non manquantes, ok? La moyenne, elle est de 9383. Ça veut dire que les PIB par habitant moyen des pays de l'Amérique latine pour lesquels on a des données pour 2015, il est d'environ 9300 dollars par an. OK? Standard deviation, c'est de 6360 dollars. Ça veut dire que les revenus moyens, les revenus les PIB par habitant de chaque pays, ils vont varier les uns avec les autres. Ils vont varier à peu près 6360 les uns par rapport aux autres. OK? Donc ça, c'est la variation moyenne, on dirait, de revenus par habitant de tous les pays. Là, on a vu qu'Haïti, c'est la valeur minimale avec 1300 dollars par an. Et on a vu que Bahamas, c'est la valeur maximale avec 31 698 dollars par an. Voilà. Donc, on peut faire ça aussi via les menus. Si je mets Help Summarize, je vais vous montrer ici Statistics, Summary Tables and Tests. Là, Summary Statistics. Donc, si je viens ici, Statistics, Summary Tables and Tests, Summaries and Distributed Statistics, Summary Statistics. C'est le Help. Il va me donner ici, je peux mettre GDP par habitant, GDP per capita. Mais vous avez déjà vu qu'il y a plein d'occasions où, en fait, c'est plus facile d'utiliser le Summarize des commandes qu'utiliser les menus. Bon. Et ici, on voit des informations additionnelles. Ça, c'est aussi possible avec le Summarize. Et en fait, on va utiliser ça beaucoup. C'est Summarize, GDP par habitant. OK? Et on a vu qu'on peut mettre l'option détail pour avoir des informations plus détaillées. Donc, ici, par exemple. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a exactement les mêmes informations qu'on a avant. Donc, on a ici la moyenne, on a la valeur minimum, ici, la valeur maximale, le standard deviation, ici. Bon, on a tout ce qu'on avait avant et encore et plus des pourcentiles. Et ça, c'est une chose que on va, comme j'ai dit avant, chaque programme, chaque ressource va nous montrer d'une certaine façon. Donc, on a ici, c'est les tableaux avec les PIB par habitant en dollars de tous les pays. Et donc, on a les percentiles avec la moyenne et tout ça, la médiane, etc. Donc, comment on va lire les percentiles? Donc, qu'est-ce que Stata il a fait? Il a pris, dans ces cas-là, l'idéal, c'est pas les percentiles parce qu'on a moins de 100 observations, ok? Donc, dans ces cas-là, on ferait plutôt les quintiles ou quelque chose comme ça. Bien évidemment que c'est possible de les faire en Stata, mais normalement, Stata, il donne les percentiles, on travaille avec les percentiles. Donc, si ça, c'était en enquête sur les ménages, par exemple, l'interprétation, elle serait un peu plus exacte. Mais je vais vous montrer comment interpréter la valeur des percentiles quand même. Donc, on a vu que Stata a divisé la série en 100 groupes, ok? Et que la valeur de percentile, il est la valeur qui coupe la série. Donc, par exemple, ici, 95% et après, on a la valeur 19 595 000.
Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire que si un pays il a plus que 19 595 dollars par an de PIB par habitant, il est classifié comme les 5% plus riches. OK? Il est dans les groupes les 5%, les 5% pour 5% plus riches. Si un pays a plus que 31 698 dollars par an, il est classifié comme dans les groupes des 1% plus riches. OK? Et donc là, ici, c'est important. Si un pays gagne, si le PIB par habitant d'un pays, il est supérieur à 7 596 dollars par an, il est classifié comme dans la moitié la plus riche de l'échantillon. S'il gagne moins que ça, il est classifié dans la moitié la plus pauvre. Et donc, ça, c'est la médiane, OK? Les 50% percentiles, bon, si on a une série avec 100, les 50%, c'est justement la série qui va couper au milieu, OK? Donc, 50% des pays vont avoir plus que ça. Dans notre cas, c'est un peu bizarre parce qu'on a moins de 100 pays, mais l'interprétation, elle reste la même. Les 50% percentiles, il est la médiane parce que la moitié de l'échantillon gagne plus que ça et la moitié de l'échantillon gagne moins que ça. OK? 50% de l'échantillon gagne est au-dessus et 50% de l'échantillon est au-dessus ici. OK? Bon, je vous laisse regarder les diapos. Vous pouvez chercher sur l'internet, il y a plein de ressources. Ça, c'est pas un truc difficile. Et donc, après, qu'est-ce qu'on va voir? Ouais, voilà. Donc ici, c'est juste que j'explique avec les diapos. Un percentile, comme on a vu, est la valeur en dessous de laquelle se trouve un certain pourcentage d'observation. Donc, par exemple, les dixièmes percentiles est la valeur en dessous de laquelle se trouvent 10% des observations. Donc, il faut savoir, par exemple, dans mon exemple, dans mon diapo, j'ai mis les 99% les plus riches en bas, en haut. Ici, on a les 1% les plus pauvres en haut. OK? Donc, ça va changer l'interprétation. Je ne fais pas ça pour créer des confusions, mais c'est juste parce que l'important, c'est pas de mémoriser, mais c'est justement de comprendre que ça, c'est la valeur des coupes, par exemple. Et là, si on regarde 25% et 5 400 dollars par an, on sait qu'un quart de notre échantillon gagne jusqu'à 5 426 dollars par an, par habitant. OK? Voilà. Ça, c'est l'interprétation. Bon, après. Une alternative, qu'on ne va pas utiliser les commandes ici, mais si vous voulez, c'est les commandes tabstat. Parce que le tabstat, il est intéressant parce qu'il va créer des tableaux. Donc, il est un peu plus sympa pour montrer les données parce qu'il va justement créer un tableau. Et donc, je peux mettre tabstat et toutes les variables que je veux. Et après, les statistiques que je veux. Il est assez personnalisable, on dirait. Parce qu'ici, par exemple, j'ai un tableau des statistiques. Donc, tabstat, c'est tableau des statistiques. J'ai un tableau de statistiques pour la variable PIB par habitant et pour la variable migration. Et je vois les statistiques pour ces variables. La moyenne, les maximums, les minimums, la médiane et le nombre d'observations. Et là, je peux choisir les statistiques que je veux, OK? Donc, si vous mettez Help, Tabstat, ça va être écrit comment ça marche, quelles statistiques vous pouvez avoir, etc. Mais bon, vous pouvez regarder ici que c'est un peu pareil dans le sens qu'on a des statistiques, la moyenne et les maximum, minimum, etc. Donc, voilà. Ici, j'ai déjà vu ça. Donc, si vous voulez s'entraîner avec Tabstat, vous pouvez faire ce type d'exercice-là
pour travailler chez vous. Donc, petit récapitulatif de ce qu'on a vu pour l'instant. Et là, c'est fini avec les commandes. Je vous promets. Je vous promets. Donc, on a vu 3 commandes aujourd'hui. 3 et un quatrième. Sort pour mettre des choses en ordre. Summarize pour donner des statistiques descriptives de base. Summarize detail pour donner aussi des percentiles. Et on a vu très rapidement les tab stats qui va mettre des statistiques descriptives sur un tableau. Voilà. Donc, là, on commence avec une autre discussion théorique qui va nous servir pour la prochaine séance. Quel est le problème? Quelles sont les limites de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Donc, jusqu'à maintenant, on a vu des choses intéressantes. Donc, la moyenne, les valeurs minimum, les valeurs maximales, les valeurs minimales, les valeurs maximales de toutes les variables. Mais si on regarde ici, par exemple, si on veut mettre summarize et homicide et PIB par habitant, par exemple, il va nous donner les informations pour les taux d'homicide en haut et après les informations pour les PIB par habitant en bas. Mais ces variables-là, elles sont analysées d'une façon séparée, ok? On ne peut pas croiser les variables. On ne peut pas voir comment les variables sont relationnées les unes avec les autres. Donc ici, par exemple, on a les taux d'homicide et les taux de PIB par habitant, séparément, ok? Ça, c'est intéressant, mais c'est pas les principales des statistiques descriptives, ok? On a besoin d'aller plus loin que ça et de voir, par exemple, donc ici, on a des taux d'homicide et des PIB par habitant. Mais ce sera intéressant de voir, par exemple, les taux d'homicide en fonction du PIB par habitant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on a croisé les variables. Donc, on continue avec les taux d'homicide, on continue avec les PIB par habitant, mais qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a fait? Moi, j'ai fait et on va faire ensemble dans la semaine prochaine. On a séparé tous les pays entre des niveaux de revenus par habitant. Donc, on a des pays avec un niveau en revenu par habitant moyen et des pays avec un niveau des revenus par habitant élevé. Et on a ici les taux d'homicide pour les groupes à revenus moyenne et les taux d'homicide pour les groupes à revenus élevés. Donc, on a les mêmes variables, taux d'homicide et PIB, mais ici, on a la moyenne pour chacun. Et ici, on a la moyenne des homicides en fonction du PIB. OK? Donc, pour ça, il faut créer des groupes, des catégories, comme on a fait ça. Ici, on a créé des catégories des pays à revenus moyens, des groupes de pays aux revenus élevés. Et on a vu les taux d'homicide pour chaque groupe, les taux moyens d'homicide pour chaque groupe. Voilà. Donc, ici, par exemple, c'est comme les graphiques ils montrent, on voit qu'on n'a pas tous les pays, on a des groupes. Ça, comme on a dit, c'est une chose assez importante pour faciliter la compréhension. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour ça, on va créer des catégories, ok? Et on va faire ça à la prochaine séance. Donc, maintenant, on va parler de comment on va créer des catégories. Et ça, c'est la partie théorique, parce que comme ça prend temps, je commence aujourd'hui et la semaine prochaine, on va réellement créer ce type de catégories, faire ce type de graphique-là. Bon, quels sont quelques exemples des catégories qu'on peut créer en Stata et qu'on utilise en sciences sociales? On peut diviser la série, la population, ok? Et ça peut être, quand on dit population en statistique, on ne dit pas que des populations des gens. Il y a les populations des propriétés, la population des régions. La population, c'est l'ensemble
des observations. Donc, on a des urbaines et des ruraux, on a les régions nord et les régions sud, par exemple. On a des étudiants locaux et des étudiants étrangers. On a la population blanc, noire, indigène, etc. On a des pauvres et non pauvres. On a différentes catégories qu'on utilise en Stata. Donc, dans notre cas, ce qu'on va faire à la semaine prochaine, on va transformer, donc ça, c'est les tableaux qu'on va voir la semaine prochaine. Donc ici, on a tous les pays, OK? Et ça, on a déjà. Pour l'instant, on a les PIB par habitant de chaque pays. Et l'idée de la prochaine séance, c'est de créer cette variable-là. Donc là, c'est le PIB par habitant. Et on va créer la variable PIB le niveau de PIB par habitant. Et comme vous pouvez le voir, les pays sont séparés entre niveau de revenus élevé et le niveau de revenus moyen. Voilà. Alors, quels sont les critères pour savoir c'est quoi un pays à revenu moyen, c'est quoi un pays à revenu élevé? Bon, ici, on va utiliser les critères que tout le monde utilise, qui sont les critères de la Banque mondiale. OK? Et cette dernière partie du cours, on va pas parler des stata, mais peut-être si vous ne voulez pas vraiment utiliser stata dans votre vie, quand même, cette discussion-là, qualitative, de comment on classifie les pays, elle est normalement très importante pour des étudiants en sciences sociales, OK? Parce qu'en fait, comme vous savez, l'Amérique latine, elle est considérée un pays en région, en développement. Comme on a discuté en méthode quantitative 1, ça, c'est une vision assez misleading, OK? Assez compliquée parce qu'en fait, les niveaux de revenus des pays plus riches, elle est en train d'augmenter par rapport au niveau de revenus de l'Amérique latine. Donc, l'idée de en développement donne une idée de convergence, qu'on est en train de rattraper les niveaux de vie des pays plus riches. Et ça, c'est pas les données ne vont pas dans cette direction-là. Et donc ça, c'est donc l'Amérique latine, elle est considérée une région en développement. Et comment est-ce qu'on parle de développement aujourd'hui? Bon, pour parler de développement aujourd'hui, la communauté internationale, normalement, elle prend les revenus moyens du pays, ok, les revenus par habitant, qui sont mesures qui sont mesures liées au PIB par habitant, on a vu dans cette séance. Il y a quelques manipulations comptables qu'il faut faire, mais en gros, les revenus moyens par habitant, il est très, très lié au PIB par habitant moyen. Et c'est comme ça et ça sert en tant que critère pour diviser les pays en développement ou développés. Donc, en gros, les pays qui sont des revenus faibles sont classifiés comme en revenus faibles, en revenus moyennes, sont des pays considérés en développement, et les pays qui sont à revenus élevés sont considérés des pays développés. Et là, donc, je suis en train de dire ça pour expliquer quels sont les critères qu'on va utiliser pour classifier notre pays de l'Amérique latine, pour créer des catégories, des groupes, ok, des catégories de revenus, mais aussi pour faire une discussion qualitative de pourquoi ça, c'est un problème. Donc, on va faire ça parce que tout le monde le fait, mais il faut aussi parler de pourquoi cette vision, elle est problématique pour les pays de l'Amérique latine. Cette façon de diviser les groupes, elle est problématique pour l'Amérique latine. Donc là, on commence à voir quelque chose qui n'est pas très lié à Stata. Donc, vous pouvez oublier Stata pour l'instant, mais elle est hyper pertinente pour l'objet général du master. OK? Donc, par exemple, pour l'année 2023, quels sont les critères?
Les pays à les pays sont considérés à revenu faible, comme par exemple la plupart des pays de l'Afrique, comme vous pouvez voir ici. Ils sont considérés à revenu faible s'ils ont moins de 1000 ou 95 dollars par habitant par an. Donc là, on a Afghanistan, Congo, Rwanda, etc. Pourquoi c'est important? Parce que pour que si on fait les calculs, ça veut dire que dans ces pays-là, en moyenne, chaque personne a moins de 90 dollars par mois pour survivre, ok? Pour, pour tout s'acheter, de la nourriture, de l'habitation, santé, éducation, etc. Donc ça, c'est le portrait de la pauvreté mondiale. Pour considérer un pays en revenu moyenne, pour la revenu moyenne faible, on classifie en revenu moyen faible les pays qui ont moins de 4 225 dollars par habitant. Et là, on a quelques pays en Amérique latine. Par exemple, on a une partie des pays de l'Amérique latine. On a Bangladesh, Égypte, India et dans notre exemple Bolivia. Et là, même si on parle des revenus moyens, pardon, en fait, ça donne à peu près 350 dollars par mois pour chaque habitant du pays. C'est qui, on est d'accord, n'est rien. Pour s'acheter des choses pour eux, pour nous, pour nos enfants, bah, c'est rien. Mais quand même, là, c'est considéré un pays à revenu moyen. Ce qui est assez misleading, on dirait. Bon, pour les pays à revenu moyen et haut, on dirait, on a le Brésil, la Russie, la Chine, qui sont des pays qui sont pas développés, mais quand même, ils ont un revenu un peu plus élevé qui va jusqu'à 1100 dollars par mois. Et les pays à revenu élevé sont des pays qui gagnent plus de 13 205 dollars par habitant. Donc là, on peut voir les États-Unis, l'Europe, etc. Donc, quel est le problème? En ce qui concerne l'Amérique latine, la plupart des pays latino-américains, ils sont dans la catégorie Upper Middle Income, donc revenu moyen élevé. Donc là, on a les Brésil, les Brésil, la Colombie, le Costa Rica, etc. Il y a il y a peu de pays en Amérique latine qui sont considérés comme les pays à revenus élevés. Et là, on a l'Argentine, le Chili, Panama, etc. Et l'Haïti, il est considéré le seul pays de l'Amérique latine ayant un revenu faible. Okay? Bon, même si on a, donc ici on a Haïti, la tranche, donc le seuil pour avoir les revenus faibles, et voilà. Donc là, c'est la moyenne de l'Amérique latine. Et je veux juste attirer l'attention que même si on a des pays qui ont un revenu considéré élevé, comme l'Uruguay, ça, c'est la moyenne pour les pays de l'OECD. C'est la moyenne pour les pays développés, pardon. Donc, même si on parle de la même catégorie, on voit que c'est pas la même catégorie du tout, ok? Ça peut être une mesure assez trompeuse. Voilà. Donc, quel est le problème de cette mesure-là? Là, on va parler des critiques. Même si on utilise ces critères-là, il faut avoir un regard critique sur comment le développement il est mesuré aujourd'hui. Pourquoi? Parce que cette mesure de revenus par habitant qu'on utilise pour classifier les pays, elle est un spin-off, elle est une conséquence, elle est une manipulation comptable du PIB par habitant du pays. OK? Donc, quelque chose qui augmente le PIB par habitant va aussi augmenter les revenus par habitant. Et ça, c'est important. Parce que, en fait, les pays, ils se font concurrence en regardant les PIB par habitant. Donc, ça veut dire que les gouvernements, ils vont chercher d'augmenter son PIB toujours et à n'importe quel prix. Le problème, c'est que le PIB, il va mesurer les croissances et surtout la croissance matérielle. Et ça devient un problème. Donc,
c'est important de garder, de retenir deux choses ici. Un, les pays se font concurrence à travers le PIB, donc ils vont chercher à augmenter les PIB à n'importe quel prix. Et notre mesure de développement, elle est les revenus moyens qui vient du produit du PIB moyen, ok, du PIB de cette mesure-là. Donc, quel est le problème? Bon, il y a plusieurs problèmes à mesurer le développement avec cette notion de revenu par habitant qui vient de produit par habitant. La première, c'est qu'on parle de par habitant. Donc, on parle d'une moyenne, ok? Donc, on divise les revenus, par exemple, pour toute la population. Là, on ne prend pas en compte l'inégalité. Donc, si on a un pays hyper inégal, mais avec un revenu élevé, plus élevé, on va dire que la population qu'il est plus développée, que la population elle a un bien-être plus élevé qu'un autre pays qui est un peu plus pauvre, mais beaucoup moins inégal. Donc c'est un grand mensonge, quoi. Parce que si on prend l'inégalité, quand on a un pays assez inégal, on sait que c'est pas la plupart de la population qui va profiter de bien-être, qui va profiter de ces richesses-là. Donc, quand on prend une mesure par habitant, c'est déjà un problème parce qu'on ne prend pas en compte l'inégalité. Donc, on ne prend pas en compte le fait que peut-être la population elle n'est pas en mesure de profiter de cette richesse-là. Voilà, ça, c'est un problème. Le deuxième problème, c'est que quand on parle des PIB par habitant, des PIB, qui en anglais c'est GDP, et du revenu, qui c'est une conséquence, une manipulation comptable du PIB, le problème c'est que là, il est indifférent à l'aspect qualitatif de ce qu'on produit. Donc le PIB, il est par définition la somme de tout ce qui a été produit dans le pays pendant un an. OK? Le problème, c'est qu'on ne regarde pas l'aspect qualitatif de ce qui a été produit. Donc, quelque chose qui augmente le PIB donnera l'impression que le pays devient plus développé, ce qui n'est pas nécessairement vrai. Donc, par exemple, si on produit plus d'armes, ça va augmenter les revenus et ça va donner l'impression que le pays devient plus développé. Si on augmente la production d'antidépresseurs, d'agrotoxiques, etc., ce sont des types de production qui augmentent le PIB et donc donnent l'impression qu'il y a un changement positif, que les revenus il est en train d'augmenter, donc le bien-être de la population il est en train d'augmenter, mais en fait on a juste plus d'armes, d'antidépresseurs, d'agrotoxiques, n'importe, etc. Donc, il y a des problèmes fondamentaux ont utilisé les PIB, les revenus pour parler de développement. Pour donner quelques exemples de ces faits qu'il ne prend pas en compte l'aspect qualitatif, il y a des implications réelles du côté environnemental, par exemple, d'utiliser les PIB comme une mesure de développement. Parce que, par exemple, si on installe une compagnie minière, une compagnie d'exploitation minière au cœur de l'Amazonie, bon, ça c'est très bon pour les PIB parce qu'on produit des tonnes de minéraux. Voilà. Si donc une forêt intacte, par exemple, elle n'a pas de valeur pour les PIB. C'est pas considéré une richesse. Mais si on détruit les forêts pour planter des soja, par exemple, ça va générer une production, donc ça va augmenter le PIB. Et si c'est des soja transgéniques, par exemple, c'est encore mieux parce que là, les entreprises agrochimiques vont vendre ces produits, donc ça va augmenter davantage le PIB. Donc, et pourquoi c'est important? Parce que comme les pays, ils sont toujours à la recherche d'augmenter leur PIB, des politiques environnementales, elles trouvent un défi énorme de convaincre. Bon, c'est extrêmement difficile de convaincre les pays, et surtout les pays en Amérique latine,
à adopter un type d'organisation productive qui va réduire les PIB parce que, bon, justement, ils vont paraître comme si ils sont en train de stagner, quoi. OK? Donc, une autre question, c'est la question des genres. Parce qu'en Amérique latine et les pays en développement, entre guillemets, en général, on sait, bon, c'est vrai partout, mais encore plus vrai dans les pays périphériques, que les femmes, elles font la plupart du travail à la maison avec les enfants, unpaid care work, qu'on dit en anglais. Bon, les travails non rémunérés. Quel est le problème? La même chose. Si on peut pas mettre un prix dans une forêt et on peut pas mettre un prix dans l'éducation des enfants, par exemple, les travails chez nous. Donc, les travails non rémunérés, tout ce qui on peut pas mettre des prix, comme les forêts, les travails non rémunérés, ils comptent pas pour les PIB, pour les PIB. Donc, ça veut dire que les femmes, et ça donne l'impression que les femmes travaillent moins et donc ont une contribution plus petite pour les revenus nationaux parce que son travail, il n'a pas de prix, donc c'est pas un salaire, donc c'est pas compté dans les PIB. OK? Donc voilà, ça c'est juste des exemples d'une discussion qualitative de pourquoi on utilise les PIB, mais il faut savoir c'est quoi de quoi on est en train de parler et pourquoi c'est un problème et pourquoi justement dans notre cas on va parler des PIB mais on va aussi parler d'autres choses qui essaient de prendre en compte ces aspects qualitatifs de la population. Donc, dans notre cas, on a parlé des PIB par habitant, mais on va aussi parler des taux d'homicide, on a une série des enfants qui sont mères, d'espérance de vie et tout ça. Bon, on a tout un tas de différentes variables, de confiance à la police, tout un tas de différentes variables pour justement n'être pas complètement dépendante du PIB pour faire une analyse. OK? Donc, voilà, ça c'est juste un PS que je pense que c'est pas nécessaire pour Stata, mais je pense que c'est assez important de parler de ça dans un master en sciences sociales, quoi. Bon, pour la semaine prochaine, vous pouvez continuer à travailler sur Hancock, suivre ces exercices et tout ça, et faire les exercices sur les fichiers Google Drive. Et voilà, c'est tout. N'hésitez pas à m'envoyer des questions si vous en avez, OK? Et voilà, si vous voulez venir à la séance de jeudi, n'hésitez pas aussi. Merci pour votre attention et on se voit à la semaine prochaine. J'espère. Au revoir.